Salut, bienvenue dans cette masterclass où nous allons voir Stripe et PayPal en Afrique. C'est une nouvelle formation 2023 parce qu'il y a déjà quelques années en arrière, j'avais produit énormément de contenu sur Stripe et PayPal. Les réglementations étant très évolutives, les plateformes évoluent. J'ai donc décidé de vous faire une grosse mise à jour. On est parti là une nouvelle fois de plus pour plus d'une heure de contenu et de formation. Alors je vais donc vous inviter pour toujours être à jour des nouvelles actualités en ce qui concerne Stripe et PayPal, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour vraiment ne rien manquer comme contenu que je vais vous proposer. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment faire donc pour avoir un compte Stripe et PayPal et avec le concept de société offshore en Afrique. Nouvelle formation 2023. Alors, déjà précision, si c'est votre cas, si vous vous retrouvez dans l'une de ces indications, notamment, vous avez peur des procédures administratives, vous avez peur d'être dans l'illégalité avec une société offshore, oui, parce que la plupart des gens, lorsqu'on parle de société offshore, ça fait flipper, ça fait peur, on se dit que c'est peut-être quelque chose de très compliqué, il y a beaucoup de lourdeur administrative, de la paperasse, les législations parfois qu'on ne maîtrise pas, ça peut véritablement faire peur. Si vous êtes perdu parmi la masse d'informations sur Internet, alors il y a des entrepreneurs du dimanche qui vont vous dire tout et alors du gros n'importe quoi, excusez-moi l'expression, quant à ce qui concerne Stripe, PayPal, les sociétés offshore. On en voit tellement sur Internet. J'ai donc décidé en toute transparence de vous expliquer vraiment dans le détail près tout ce qui concerne Stripe, PayPal et sociétés offshore. Donc si vous êtes hésitant du choix de la juridiction, oui, parce que je vais vous indiquer comment choisir sa juridiction pour la société offshore. Ne vous inquiétez pas, je vais entrer en détail et vous dire c'est quoi concrètement une société offshore. Donc si vous avez peur également de vous exposer fiscalement et de payer de grosses amendes d'un point de vue fiscal, oui, parce que lorsque vous décidez de créer une société offshore pour avoir un compte Stripe, il y a des conséquences bel et bien fiscales dont très peu de personnes en parlent. Tout le monde peut créer avec des plateformes une société offshore et un compte Stripe, mais derrière, lorsque vous allez commencer à développer l'activité, il y aura énormément de répercussions fiscales. Et si vous avez également peur de ne pas pouvoir rapatrier vos fonds dans votre pays, oui, parce que le tout n'est pas d'encaisser de l'argent avec vos comptes Stripe, mais il faut pouvoir bel et bien toucher votre argent. Ici, je m'adresse à des personnes qui sont surtout en Afrique, qui vivent en Afrique et qui veulent faire du business en ligne, qui veulent se lancer dans l'affiliation, le dropshipping, le e-commerce, l'agence SMA, c'est-à-dire ceux qui proposent des agences de prestations digitales, peu importe Amazon FBA. Cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous délivrer énormément de contenu sur tout ce qui concerne Stripe et PayPal. Alors accrochez-vous et restez concentrés. N'oubliez pas la routine. Prenez de quoi noter, un verre d'eau, restez dans un endroit calme, déconnectez-vous de toute notification parce que là, ce n'est pas une simple vidéo classique, mais c'est une véritable masterclass comme celle que j'ai l'habitude de proposer dans cette chaîne. Alors, qu'est-ce que nous allons donc voir? Déjà des informations très pertinentes à savoir avant de se lancer, c'est de bien comprendre que tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo vous aidera à démarrer une activité en ligne, que ce soit en e-commerce, que ce soit en dropshipping, que ce soit en agence de social media marketing agency, que ce soit en infoprenariat, si vous vendez des produits d'information, des formations, des coaching en ligne, des prestations de services aussi, ou alors si ce sont des investissements, vous avez une entreprise d'investissement, alors cette formation doit être faite pour vous. Aussi, c'est adapté à tous les pays du monde entier. Alors que vous vivez en Europe, parce que je vais également expliquer les spécificités de l'Europe. Oui, déjà en Europe, on a la possibilité d'avoir un compte Stripe pour la plupart des pays, mais la société offshore également, il faut faire très attention si vous vivez sur le marché européen. Si vous êtes spécifiquement en Afrique, vous êtes étudiants internationaux, j'ai rencontré également dans ma communauté certains de mes élèves qui sont des étudiants en Occident ou bien aux États-Unis, peu importe, et qui veulent développer une activité en ligne. Donc, de par leur statut, ils ne peuvent pas encore créer de société dans leur pays de résidence. La société offshore est bel et bien une merveilleuse solution pour eux. Si vous êtes par exemple à Haïti, oui, parce que j'en ai également des Haïtiens, en fait des personnes dans ce pays qui veulent développer une activité en ligne, mais qui n'ont pas forcément de solution de paiement. Et enfin, donc c'est également adapté à
tous les budgets. Tous ceux qui n'ont pas assez de ressources, qui viennent de démarrer sur Internet, qui n'ont pas encore généré de revenus, eh bien, ne vous inquiétez pas, cette solution que je vais vous proposer dans cette masterclass est également indiquée pour vous. Et il n'y a pas de risques fiscaux. Ce que je vous dis, c'est tout à fait en réglementation. Lorsqu'on dit société offshore, ce n'est pas de l'illégalité. On ne va pas utiliser des VPN pour masquer nos identités et créer des comptes Stripe, comme j'ai vu des personnes proposer. On va faire les choses en toute légalité, toute transparence, et vous allez avoir donc vos processeurs de paiement, même si vous vivez dans un pays interdit. Et enfin, donc, pas d'obligation de tenir comptabilité tant que vous ne faites pas de gros chiffres. Parce que créer une société offshore, oui. Créer un compte Stripe, oui, mais il y a parfois des obligations comptables derrière selon les juridictions qu'on va choisir. Mais je vous rassure que je vais vous donner des solutions qui ne vous imposent pas d'avoir des grosses obligations telles que celle de tenir une comptabilité. Alors, c'était bien à savoir, on va donc voir le sommet de cette masterclass. J'ai prévu 3 points dans cette masterclass pour vous. La première partie, nous allons voir le concept de levée du secret bancaire. Il faut d'abord bien comprendre pourquoi il n'y a pas Stripe en Afrique. Il faut bien comprendre tout ce qui régit les réglementations qu'il y a derrière et qui ont un impact et une incidence sur les pays autorisés ou non. Si vous ne le connaissez pas, vous le négligez. On peut se dire que voilà, ce n'est pas important, mais lorsque vous allez développer votre activité, et il y a des grosses incidences d'ordre fiscal dans votre activité. Alors je sais, lorsqu'on parle de fiscalité pour des débutants, ils se disent que ce n'est pas important. Le plus important, c'est de gagner de l'argent. On va voir ce côté après. Mais si vous souhaitez gagner de l'argent et que vous allez revoir, vous allez constater que tout cet argent sera reversé au fisc, vous serez rattrapé par la fiscalité et voir votre business s'écrouler. Alors, je vous invite largement de faire très attention et d'écouter attentivement ce que je vais vous expliquer dans cette masterclass. Dans la deuxième partie de cette masterclass, je vais vous expliquer la société offshore de A à Z. On en parlera concrètement et je vais démystifier dans cette appellation qui fait généralement énormément peur à beaucoup de personnes. Et dans la dernière partie de cette masterclass, nous allons voir le compte Stripe PayPal. Comment donc faire pour activer vos comptes sans des méthodes de contournement, VPN, ainsi de suite, en toute légalité dans vos différents pays. Bien. Alors, gros disclaimer, je rappelle que je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un fiscaliste. Ce que je vous dis ici là, c'est le retour de ma propre expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat web. Au moment où précisément je fais cette vidéo, ça fait plus de 7 années que je vis à 100% d'Internet. J'ai eu à galérer avec des solutions de paiement, j'ai eu à faire des consultations et je me suis rendu compte, après beaucoup de retours d'expérience, des échecs, des blocages de compte, comment donc faire pour être en toute légalité, avoir un compte Stripe. Mais par ailleurs, dans mes études aussi, peut-être les gens ne le savent pas, universitaires, j'ai eu à faire des formations en fiscalité. Je suis conseiller fiscal agréé à l'ordre CEMAC officiellement. Mais dans le domaine de la fiscalité, il y a 2 variantes. Il y a des avocats fiscalistes. Ce sont ces personnes qui vont donc aller étudier en profondeur les lois fiscales. Et il y a des comptables fiscaux. Ce sont ceux donc qui vont mettre en pratique tout ce qui est calcul, tout ce qui est comptabilité et tout ce qui tourne autour de la fiscalité pratique. Alors, généralement, dans les interprétations de lois sont tout simplement du ressort des avocats fiscalistes dont je n'en suis pas un. C'est la raison pour laquelle je fais ce disclaimer. Mais permettez-moi de vous raconter une petite histoire très rapidement, comment je fais pour me retrouver à collecter tant d'informations que je vais partager avec vous dans cette masterclass. Alors, je vais simplement me rendre sur ce site qui est le début de toute la belle histoire, j'allais dire l'aventure que j'ai connue avec les processeurs de paiement. BlueSnap, ça c'est une plateforme d'encaissement également de fonds en ligne et qui vous envoie votre argent dans votre pays de résidence. Il y a cette année, quand je commençais, je ne connaissais pas encore de solution Stripe pour l'Afrique. C'était complètement fermé et je voulais encaisser déjà mes revenus sur Internet. Je m'étais lancé par du freelancing, par l'affiliation. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo, une masterclass de marketing expliqué de A à Z où je parle également de mes débuts en profondeur dans le domaine du digital. N'hésitez pas de regarder la vidéo dans cette chaîne. Donc, j'utilisais BlueSnap pour pouvoir encaisser mes paiements en ligne. Mais c'était une grosse galère parce que déjà, il n'avait aucune régularité sur l'envoi des fonds, parfois 2 semaines, 3 semaines, voire 1 à 2 mois avant d'encaisser votre argent. Il n'y avait aucune visibilité. Oui,
je parvenais à encaisser de l'argent. J'utilisais à l'époque ClickFunnels, un outil de tunnel de vente. Et j'ai eu à vivre une mésaventure qui a été énormément frustrante pour moi. Dans l'une de mes boutiques e-commerce, je me suis vu donc bloqué par BlueSnap plus de 25 000 € de vente dans une boutique e-commerce. Au départ, alors ce n'était pas BlueSnap en tant que tel, c'était les plateformes Visa, parce que Visa également, c'est ça qui régit les paiements et les encaissements à l'international. BlueSnap n'est qu'un intermédiaire. Donc j'ai eu des soucis avec la grosse société Visa par l'intermédiaire de BlueSnap, où je me suis retrouvé en train d'être bloqué plus de 25 000 € sur une boutique en ligne. Vous savez bien, là ce sont des ventes que les clients font. Je dois pouvoir encaisser pour pouvoir payer les fournisseurs, livrer, tourner et tirer ma marge. Et que vous avez donc 25 000 € bloqués. Ce blocage, je l'ai vécu pendant plus d'un an. Je vous assure, c'était hyper frustrant dans des démarches, des procédures, payer des avocats. Quand je dis 25 000 €, c'est ce qui est bloqué sur la boutique. Je ne vous parle pas des procédures, des frais de procédure qui tournent derrière. Et je me suis donc retrouvé en train de dépenser pratiquement près de 35 000 € en une année pour récupérer juste 25 000 €. C'était donc une énorme galère. Alors c'est comme ça que je me suis lancé donc dans d'énormes recherches, fouiller des heures et des heures et des heures et des heures pour pouvoir donc trouver les solutions que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce que je vous explique ici, c'est un retour d'une véritable expérience et c'est ce que j'ai vécu. J'ai mis en place tout ce que je vous dis. Je vais vous montrer mes plateformes. Je ne vous raconte pas des choses que j'ai vues sur YouTube, mais j'ai lu dans un blog et un dimanche, quand je n'ai rien à faire, ce que j'appelle des entrepreneurs du dimanche, je viens vous expliquer des choses qui ne tiennent forcément pas la route. Donc, c'est effectivement un véritable retour d'expérience. Alors, on va donc rentrer sur mon PowerPoint que je vais vous afficher ici. Donc, mise en garde, si vous avez des doutes, des préoccupations, des interrogations, n'hésitez pas de contacter un avocat fiscaliste qui pourra vous donner tous les détails. Mais sinon, vous aurez déjà suffisamment d'informations crédibles ici. Ça fait plus de 7 ans que je suis sur Internet. Donc, ce que je vous dis ici, ce sont des choses qui fonctionnent, que je teste, et je me mets beaucoup à jour, je me documente et comme je vous l'ai dit, j'ai exercé la fiscalité aussi pendant près de 10 années. Donc, je suis d'abord un praticien sans forcément être un légaliste de la fiscalité. Alors, forcément, il y a des choses que je peux très rapidement comprendre et interpréter par rapport à quelqu'un qui est, par exemple, un géographe et qui se retrouve dans cet univers. Alors, c'était un très grand disclaimer. On va donc très rapidement entrer dans les vifs du sujet. Alors, la première partie de cette masterclass, je vais vous parler de la fin du secret bancaire. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi, effectivement, il n'y a pas strap dans des pays africains. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un fait du hasard, c'est une pure et simple logique. Alors, il y a le règlement OCDE. OCDE, c'est l'organisme de coopération et de développement économique. C'est un organisme international qui a pour objectif donc d'harmoniser et de réglementer toutes les politiques entre les États. C'est un peu comme en Afrique, on va vous parler de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui va donc essayer tout simplement d'avoir le même langage comptable, juridique et des droits des sociétés pour éviter que si un Sénégalais me parle du droit des affaires, je sois perdu. Puis, au fait, l'objectif c'est que j'ai le même langage que un Sénégalais, un Burkinabé, un Ivoirien, un Camerounais, un Béninois, un Gabonais, toutes les personnes qui sont signataires de ce type de traité. Alors l'OCDE, parmi ces traités d'harmonisation, aura également un traité qui va harmoniser tout ce qui est transparence financière et politique fiscale. Donc, il faudrait que les États signataires du règlement OCDE partagent les mêmes politiques et les mêmes informations. L'objectif ici étant tout simplement d'asseoir une transparence financière et surtout une grande circulation de tout ce qui peut être information sensible du point de vue financier. Donc, l'harmonisation des politiques fiscales, réglementaires et bancaires à l'échelle mondiale, c'est ça l'objectif de l'OCDE. Donc, ceci a pour rôle d'éviter des montages financiers grotesques à l'ancienne qui ne marchent plus. Les montages à la Madoff, c'est complètement oublié parce que tous les pays signataires de l'OCDE ont donc signé un engagement de transparence financière et d'harmonisation des politiques et pratiques fiscales. Bien, dans le discours de politique globale, c'est qu'il faut plus de transparence bancaire,
pour lutter contre le terrorisme et la fraude fiscale. Les événements du 11 septembre, le terrorisme aujourd'hui dans le monde entier a clairement davantage renforcé le besoin des États de partager des informations entre eux et d'asseoir cette transparence fiscale et financière. Donc, ce qui implique donc un système de surveillance et de contrôle de tous les comptes bancaires à l'échelle mondiale. Donc, je vais un peu vous montrer très rapidement. Là, on va encore aller sur Internet. Là, je vous montre donc exactement le site de l'OCDE. Si vous entrez dans ce site, je vais vous donner le lien dessous de cette vidéo pour votre propre lecture. D'accord, ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez cette habitude de vous cultiver, vous aurez la possibilité donc de télécharger via le format PDF le nombre d'échanges automatiques, je dis bien automatiques, de renseignements relatifs aux comptes financiers et matières fiscales. Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a un organisme donc, qui veille à ce qu'il y ait de la transparence fiscale. Et donc, si on essaie de regarder, je pense que je vais vous montrer notre site, là je vais revenir là-dessus pour vous montrer que la plupart des pays africains sont d'office membres de l'OCDE, c'est-à-dire qui ont consenti donc tout simplement de jouer le jeu, la carte de la transparence fiscale et financière. Alors j'espère que vous essayez un peu de comprendre ce que je suis en train de construire avec vous. Est-ce que nos pays africains sont donc si poussés dans la transparence fiscale et financière? Je vais vous répondre tout simplement par des données très précises. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle, mais il faut déjà comprendre, je suis en train de vous expliquer ici pourquoi donc il n'y a pas STREP dans les pays en Afrique. Donc il y a déjà l'OCDE où la plupart des pays africains sont membres signataires. Alors une fois qu'on a donc compris ceci, je vais donc continuer donc de vous expliquer l'objectif donc de ce type de transparence fiscale financière, de lever des secrets bancaires, a pour objectif de mettre fin aux paradis fiscaux. Je crois que vous connaissez très bien ce que j'entends par paradis fiscaux, c'est-à-dire aller mettre de l'argent dans des pays à fiscalité opaque ou bien non transparente pour pouvoir éviter de payer des impôts ou alors tout simplement pour d'autres fins dont chacun peut savoir pourquoi est-ce que ça se fait. Alors, il y a donc le fait que les montages fiscaux à l'ancienne, c'est fini, c'est-à-dire vous résidez dans un pays et vous avez vos avoirs dans un autre pays, tout simplement pour éviter des paradis fiscaux. L'OCDE vise donc à combattre ce type de montage fiscaux à l'ancien parce que ça n'existe plus. Bien, si vous êtes donc résident fiscal français, par exemple, belge, marocain, camerounais, béninois, gabonais, peu importe votre pays, vous ne pouvez pas être résident dans votre pays et avoir une société ailleurs pour éviter de payer les impôts. Vous avez vu, je parle ici d'une expression qui entre dans votre jargon désormais, la résidence fiscale. Il y a une différence entre votre résidence permanente, habituelle, où la plupart des cas c'est dans votre pays, et la résidence fiscale, c'est-à-dire la résidence où votre société réside. Il y a souvent une différence entre les deux. Mais dans le concept de façon très simplifiée, je vais essayer de vous simplifier les choses. Nous tous, par nature, nous sommes résidents fiscaux et résidents permanents. Ça veut dire, moi je vis au Cameroun, c'est ma résidence permanente. Ma société est implantée au Cameroun, c'est la résidence fiscale de ma société, c'est ma résidence fiscale. Si je vis au Cameroun et ma société est implantée au Royaume-Uni, alors moi j'ai résidence permanente au Cameroun et résidence fiscale de ma société à l'extérieur. Mais je paie les impôts où je paie les impôts où je réside. Ça peut être subtil, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais il faut déjà comprendre que par nature, ne pensez pas que vous pouvez résider dans un pays A et décider de localiser votre société dans un pays B pour éviter des impôts. Ça, ce sont des montages fiscaux qui ne fonctionnent plus. Donc, décider de créer en Angleterre, au Royaume-Uni, par exemple, une société offshore, au Maroc, aux États-Unis ou en Russie, pour chercher de la fiscalité attractive, pour éviter de payer les impôts et surtout sans y résider, c'est tout simplement qualifié d'un point de vue fiscal et juridique, donc de montage fiscal, tout simplement de fraude fiscale systématique. Si vous habitez au Cameroun et vous avez votre société, par exemple, en Angleterre, parce que vous ne voulez pas payer des impôts, eh bien, ça c'est réputé de fraude fiscale et il n'y a aucune justificatif à porter à part vouloir échapper aux impôts. Aux yeux du fisc, vous êtes en train d'échapper le paiement des impôts.
Tout ceci, ce sont des traités de l'OCDE, comme je vous ai dit, qui visent donc tout simplement à arrêter des paradis fiscaux, à arrêter des pratiques que des gens font pour pouvoir aller payer des impôts moins ou bien alors quasiment pas dans d'autres pays. Alors, à présent, je vais vous parler donc de la fin du secret bancaire. Si on met fin, donc si on met un thème, si on évite donc la création des paradis fiscaux, ça veut donc clairement dire qu'il faudra que les banques partagent des informations donc, qui concernent toute personne. Comme je vous ai dit, tout le monde peut aller sur des sites, créer des comptes Strap, voilà. Mais si vous ne faites pas attention à cette réalité, tôt ou tard, vous serez rattrapé et ça sera très très dangereux pour vous parce que oui, vous pouvez même complètement être exposé à des sanctions pénales. Pénal veut dire des sanctions privatives de liberté. Il faut très bien faire attention, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Alors, je vais donc vous expliquer donc la fin du secret bancaire, la fin de la non-transparence fiscale, c'est-à-dire le partage d'informations. Bien, il y a déjà ce qu'on appelle la FATCA, c'est le premier cas. La FATCA, c'est une loi américaine qui a été votée en 2010, notamment FATCA veut dire Foreign Account Compliance Act, c'est-à-dire toute personne qui est détenteur, qui est détentrice d'un passeport américain est soumise à la FATCA. C'est une loi donc pour traquer toutes les opérations faites par des personnes détenteurs d'un passeport américain. Qu'est-ce que j'entends par passeport américain? Je n'ai pas dit de nationalité américaine. Si vous êtes Camerounais et vous résidez aux États-Unis, vous avez été naturalisé, vous avez eu la citoyenneté, alors on va donc vous délivrer un passeport américain. Alors vous êtes donc éligible à la FATCA. Ça veut donc clairement dire que les États-Unis peuvent demander des informations à tout moment sur vous parce que vous êtes détenteur d'un passeport américain. Si vous allez faire des transactions bancaires dans votre pays, au Cameroun, au Gabon, peu importe, en Algérie, peu importe, et que vous avez donc la nationalité américaine, grâce au du fait de la FATCA, de la loi américaine de la FATCA, on peut retracer toutes les informations sur vos comptes bancaires à l'international. Il suffit que le gouvernement américain demande et on l'a en l'instant T. Parce que là, c'est la loi américaine de la FATCA. Alors, la FATCA, c'est américain. Vous allez vous poser la question, quel est l'équivalent européen? L'équivalent européen, c'est le CRS. C'est la réglementation Common Reporting Standard élaborée par l'OCDE. Vous voyez bien qu'on se rattrape avec l'organisme de coopération et de développement économique qui est chargé donc de veiller à la transparence fiscale. En 2014, donc, le concept de CRS est donc mis en place. C'est un règlement qui impose tous les pays signataires de pouvoir donc s'engager à donner toutes les informations financières, comptables et bancaires de tous les membres de ces pays signataires. Ça veut dire que si le Cameroun a signé donc ce règlement de l'OCDE et que je fais des opérations dans des pays, alors je fais par exemple des opérations au Royaume-Uni, le Royaume-Uni peut donc communiquer ces informations à mon pays et je suis rattrapé fiscalement. Comme je vous ai dit, tout le monde peut créer un compte Strap, mais attention, il y a de grosses incidences fiscales et financières qui peuvent tôt ou tard vous rattraper. Donc il faut prendre conscience et connaissance de ça. Donc, échange automatique d'informations entre les pays partenaires à des fins de lutte contre l'évasion fiscale. Je vais donc vous montrer quelque chose. Là, on va aller sur mon ordinateur. Je vais vous montrer donc ce site. Ce site, donc, je vais vous donner le lien en dessous de la vidéo qui explique ce que c'est que le Common Reporting Standard CRS. C'est un concept, on va beaucoup évoluer. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo à part entière où je détaille les conséquences fiscales dans des sociétés offshore. Pour le moment, je vous donne des grandes lignes, mais il est très important de le comprendre. Le tout n'est pas d'ouvrir une société offshore, d'ouvrir un compte Strap et de faire du business et être rattrapé, ce qui peut m'engager votre responsabilité, non seulement civile, mais pénale. Alors, vous allez donc lire attentivement cet article en dessous de la vidéo. Ce qui est le plus important, ce sont des pays concernés, ce qu'on appelle des pays CRS. Alors, il y a deux grandes catégories. On va voir donc ceux qui sont entrés en 2017, parce que lorsqu'on a voté la loi en 2014, il y a toujours un temps d'implémentation de la loi, du règlement. Dès 2017, donc, on a des pays donc, qui sont entrés, qui ont commencé à adopter là. On va donc voir que la plupart des pays, vous avez le lien en dessous de la vidéo, la plupart des pays africains n'y figurent pas.
la plupart des pays africains ne figurent pas. Si vous voyez après B, on n'a pas le Bénin, par exemple, ou le Burkina Faso. Alors après, en 2018, donc, il y a d'autres qui arrivent. Vous allez toujours constater qu'il n'y a pas de pays africains. Les pays africains sont donc réticents de pouvoir accepter le partage d'informations. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de vous faire un dessin. La plupart, ce n'est pas pour faire des débats politiques, mais la raison est très simple. Je vais être honnête et transparent avec vous. La plupart de nos gouvernants ont des comptes dans des grosses banques en Suisse, Angleterre, tout ceci. Et ils ne sont pas prêts à ce qu'on puisse dévoiler au grand jour dans toutes leurs informations financières. C'est la raison simplement pour laquelle ces personnes sont hésitantes. Et du coup, nous, les petits entrepreneurs qui venons derrière, on profite de ce que j'appelle l'opacité fiscale dont on profite tout simplement de l'opacité fiscale issue de nos pays d'origine. Je ne vais pas trop en parler là-dedans parce que c'est un peu sensible ce type d'information. Je pense que vous avez bien compris ce que je vais dire. Alors, si on descend donc un peu plus bas, on a les pays non CRS, c'est-à-dire ce sont des pays membres de l'OCDE, mais qui n'ont pas accepté forcément de signer. Donc, qui ont signé, il y a deux types. Il y a ceux qui sont membres OCDE, mais qui se sont rétractés de signer ce règlement. Il y a ceux qui sont membres OCDE, qui ont signé ce règlement, mais qui n'ont pas encore accepté leur mise en pratique dans leur pays. C'est deux choses différentes. Regardez bien. Les pays membres qui ne participent pas au CRS, c'est-à-dire vous allez voir donc le Burkina Faso, Botswana, le Cameroun, Côte d'Ivoire, ils sont membres OCDE, mais ils n'ont pas simplement voulu être actifs dans la réglementation CRS. Ils sont d'accord, mais ils disent ok, on va y réfléchir, on va attendre, c'est pas le moment pour nous. Vous allez donc comprendre que eux, ils ne sont pas ouverts à la transparence fiscale. Cameroun, Côte d'Ivoire, République démocratique, Gabon, vous allez voir la plupart des pays africains, Maroc, Niger, Nigeria, ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous allez voir que ceux qui ne participent pas du tout au CRS. Donc voilà, on a toute une liste là que vous allez voir, le Congo, RDC, Guinée équatoriale, Éthiopie, dont la plupart des pays. Donc, alors, toujours dans cet article, on a quel est le processus d'échange d'informations. Au fait, ça veut concrètement dire quoi? L'institution financière, c'est-à-dire la banque où vous avez fait une opération qui encaisse votre argent en ligne, recueille les informations auprès du contribuable lui-même. Donc, soit l'information est communiquée, enfin, l'institution financière communique les informations à l'administration fiscale de votre pays de résidence. Donc, ça veut donc dire que si le Cameroun, qui est membre OCDE, est signataire actif CRS, est un pays CRS, alors ça veut donc dire que dès que je fais une transaction bancaire, la banque remonte l'information à l'organisme CRS et qui peut donc répercuter l'information dans mon pays fiscal d'origine. Mais vu que nos dirigeants eux-mêmes ne sont pas prêts à s'exposer, du coup, nous, on se cache un peu derrière eux. Je pense que vous avez un peu compris ce que je vais dire. Je ne vais pas en dire un peu plus parce que ça concerne un peu des sensibilités fiscales. Vous avez toujours dans le FATCA et CRS au détail. Alors, ça veut concrètement dire quoi? Dans la pratique, si je viens ici, voici le site du gouvernement fiscal du Royaume-Uni. Si j'entre le nom de ma société, ça veut dire que si j'entre le nom de ma société GN Elitecom, qui est le nom de ma société immatriculée au Cameroun, au Royaume-Uni, aux États-Unis, j'entre là, donc, eh bien bingo, on va donc retrouver simplement GN Elitecom ici. Alors il y a deux sociétés, il y a une mutation que j'avais fait, j'étais passé de la LLP à la LTD, c'est pourquoi vous allez peut-être voir des dates un peu différentes. J'ai juste masqué quelques informations confidentielles. Donc vous voyez qu'on peut remonter toutes mes informations comme un jeu. Le Cameroun ne veut pas, je ne vais pas entrer dans des détails un peu qui sont trop sensibles, comme je le dis, on est sur Internet. Mais pourtant, ma société est bel et bien retracée au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un pays SDE, mais le Cameroun n'est pas assez ouvert donc, à ce partage d'informations fiscales. Du coup, donc, je profite de cette opacité de la loi fiscale dans mon pays d'origine. Donc, c'était très important que je vous le présente. Donc, on a le CRS qui est européen, on a la FATCA qui est américaine, mais avec deux modes de fonctionnement un peu différents. Alors, on a
Le troisième organisme, donc ça c'est un traité aussi, le BAL 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les accords de BAL donc reposent sur des exigences en termes de normes vis-à-vis des banques. Ça c'est beaucoup plus typiquement ce qu'on appelle les normes prudentielles bancaires, c'est-à-dire on se rassure que les banques ne font pas faillite, respectent certains ratios prudentiels. On va se rassurer que ce qu'on appelle le ratio de division de risque est équilibré, le ratio de normes de crédit, ainsi de suite, de solvabilité, de liquidité. Ça, ce sont des ratios, des indicateurs typiquement bancaires. Ceci, c'est pour protéger les banques afin qu'elles ne fassent pas faillite. Ça, c'est aussi également un des organismes qui vient entrer dans la partition de la transparence bancaire. On a également le TRACFIN. TRACFIN, ça c'est dès le terrorisme dont cet organisme est arrivé, traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, que ce soit drogue, terrorisme, ainsi de suite, dont le rôle est la vérification des renseignements financiers, analyse donc pour fraude et blanchiment de capitaux. Donc ils sont spécialisés plutôt dans le blanchiment d'argent, tout ce qui est cocaïne, le commerce noir, illicite, financement du terrorisme. Le TRACFIN donc également c'est spécialisé dans ce domaine. Donc on a donc ces 4 organismes donc qui sont là pour lutter contre la transparence fiscale globalement. Alors, le fait donc que la plupart des pays africains ne sont pas, même s'ils sont signataires pour certains, ne sont pas assez actifs dans ces 4 types de règlements vont donc faire que STRAP va simplement se méfier de ne pas faire donc confiance à ces pays africains parce qu'ils ne jouent pas clairement la transparence fiscale, financière et bancaire. Aussi simple que ça. Comme je le dis, ce que je dis n'engage que moi. Je ne vais pas entrer dans des discours politiques. Je suis apolitique dans cette chaîne que vous regardez. Mais je vous explique tout simplement en toute transparence pourquoi les pays africains ne sont pas éligibles à STRAP. C'est tout simplement un problème de transparence financière. C'est tout simplement un problème de lever du fin de secret bancaire. Je pense que vous avez très bien compris. Pourtant, STRAP, c'est un meilleur processeur de paiement pour 5 raisons. D'abord, STRAP, c'est le processeur de paiement le plus utilisé et recommandé au monde entier. Je pense que si vous regardez cette masterclass, c'est parce que vous avez bel et bien confiance à cet outil. Deuxièmement, STRAP n'est que disponible dans 46 pays. Au moment où je fais cette vidéo, donc STRAP n'est que disponible dans 46 pays. Alors vous pouvez toujours aller sur Internet, sur Google, vous renseigner les pays éligibles par STRAP. Vous pouvez peut-être voir la liste mise à jour, mais il n'y a pas de pays africains pour la simple raison que la plupart des pays africains ne sont pas assez ouverts et démocratique en termes de transparence financière, fiscale et bancaire. Troisième raison, STRAP multidevise également. On peut avoir un compte STRAP à plusieurs devises si on a des fournisseurs en Chine, on a des clients, bien des fournisseurs aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout. On peut donc avoir la possibilité d'avoir plusieurs devises de compte STRAP, ce qui est très intéressant, avec donc un taux de conversion, bref, un taux de prélèvement sur toutes les opérations au Royaume-Uni à 1,4%. Ça veut dire que si vous faites une vente sur un STRAP Angleterre, UK, vous allez donc laisser comme commission, frais de transaction 1,4%. Dans une autre vidéo, j'ai détaillé un peu beaucoup plus dans les différentes commissions, les frais de charge sur STRAP, c'est beaucoup plus détaillé avec une vidéo où je fais le top 7 des juridictions de sociétés offshore. Je suis allé un peu plus en détail là-dessus sur les différents pourcentages STRAP. Et par contre, au Royaume-Uni, j'allais dire aux États-Unis, vous êtes entre 3 à 5% donc de frais de transaction donc de compte STRAP. On voit bien que les UK sont beaucoup plus souples, mais ne vous inquiétez pas, je vais mieux vous expliquer quand est-ce qu'il faut aller au UK, quand est-ce qu'il faut aller aux US. Alors, moins de cartes déclinées passent avec STRAP UK. Quand vous avez un STRAP UK, la plupart des cartes bancaires passent sans aucun souci. Il n'y a pas de tri. Mais par contre, avec STRAP US, il y a des cartes qui sont parfois rejetées. C'est un peu compliqué le monde des cartes. Bon, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo détaillée sur les politiques qui réglementent les cartes Visa, cartes bancaires, cartes virtuelles et internationales, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire en dessous de la vidéo et surtout de vous abonner une fois de plus à la chaîne YouTube. Et j'espère que vous appréciez ce qu'on vous présente comme contenu et que vous allez vraiment le mettre en pratique. D'un avantage dans le STRAP US est recommandé pour Amazon FBA. Et par contre, le reste, je vous recommande fortement STRAP UK. Je vais revenir encore en détail là sur le cas des dropshippers, le cas des agences de marketing digital, le cas des infopreneurs, le cas des e-commerçants en matière de STRAP. Mais pour le moment, je vous donne tout simplement les généralités. Alors,
On passe dans la deuxième partie de cette masterclass société offshore expliquée de A à Z. Je vais bien vous expliquer ce qu'est une société offshore parce qu'on aura besoin d'une société offshore pour pouvoir donc créer un compte Stripe. Alors, ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, c'est quoi une société offshore, les avantages d'une société offshore, à qui s'adresse la société offshore, la démarche de création d'une société offshore, les critères de choix d'une juridiction pour la création d'une société offshore, les cas spécifiques du dropshipping et de Amazon FBA, ça peut également s'appliquer à l'infoprenariat, on en parlera, et 3 pays pour créer une société offshore. En fait, c'est 2 pays, mais je vais vous parler d'un cas dont on en parle aussi régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Internet, et je vais donc vous donner mon avis sur ce pays, parce que moi je recommande 2 pays, c'est pourquoi je vous parle de 3 cas de pays. Alors, c'est quoi une société offshore? C'est une société qui a établi son siège social où elle n'exerce aucun commerce. Je m'explique. Vous avez compris que la plupart des pays africains sont les membres de l'OCDE ou alors pour certains, notamment avec le concept CRS ou alors la FATCA, vous avez un peu compris ce que ça veut dire. Et si vous voulez donc simplement avoir un compte Stripe, il faut que votre société, pas vous, votre société réside donc dans l'un des pays autorisés par Stripe. La France, la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis, peu importe. Il faudrait donc que votre société réside, je n'ai pas dit vous, votre société habite dans un pays autorisé par Stripe. Comment donc le faire? En matière de droit, donc, il y a ce qu'on appelle les sociétés offshore. Offshore veut dire donc au-delà des frontières, au-delà donc des limites de vos frontières. Il faut donc simplement aller domicilier et créer votre société dans un pays autorisé par Stripe en tout en gardant votre résidence, votre pays de résidence, sans vous déplacer. Par exemple, moi je suis Camerounais, je vis au Cameroun, je décide donc de créer ma société au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Je ne réside pas au Royaume-Uni, je ne réside pas aux États-Unis, je réside en Afrique au Cameroun, mais ma société est résidente donc dans un pays autorisé pour tout simplement avoir la possibilité donc d'accéder à Stripe. Une société offshore est une société ayant établi son siège social où elle n'exerce aucun commerce. Si je ne réside donc pas là-bas, je n'ai pas le droit d'exercer une activité commerciale. Dans la réglementation des sociétés offshore, lorsque vous domiciliez votre société dans un pays autre que votre pays de résidence, vous ne devez pas pratiquer d'activité commerciale. Sinon, ce n'est plus le statut de société offshore. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Vous allez pratiquer vos activités commerciales ailleurs, sauf dans le pays de résidence. Mais si vous le faites, vous pouvez le faire, vous allez donc être soumis à la législation fiscale, aux conséquences fiscales de ce pays. Ça veut donc dire que si je crée ma société aux États-Unis, je ne dois pas exercer d'activité commerciale aux États-Unis. Si je le fais, il y a des incidences fiscales. Raison pour laquelle j'ai préféré plutôt vous proposer une vidéo à part entière où j'explique de façon détaillée la fiscalité pour les nulles sociétés offshore. Vous allez trouver dans la vidéo également dans cette chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va donc retenir de cette définition de société offshore, c'est que premièrement, c'est une société non résidente. Ça veut dire que j'ai simplement établi mon siège social dans le pays de mon choix. On va voir comment choisir un pays, une juridiction, on appelle ça une juridiction pour ma société offshore. J'ai simplement donc décidé de déposer mon siège là-bas, mais ma société n'est pas résidente. Ça veut dire qu'elle n'exerce aucune activité commerciale dans ce pays. Moi également, je n'y réside pas, mais la société est non résidente. Deuxième caractéristique, la gestion est contrôlée à distance. Ça veut donc simplement dire que si je dépose ma société, le siège social de ma société dans un pays offshore, ça veut donc simplement dire que je vais gérer ma société étant à distance, tout en restant dans mon pays d'origine. Aussi simple que ça. C'est pourquoi on parle de gestion contrôlée à distance. Troisièmement, le responsable de la société non résident. Comme je l'ai dit, moi je suis au Cameroun, je ne réside pas au Royaume-Uni, je ne réside pas aux États-Unis, je réside au Cameroun, donc je ne suis pas résident au Royaume-Uni. Ma société a tout simplement établi son siège, elle n'exerce aucune activité commerciale et je gère mon entreprise donc à distance, étant dans un autre pays. Donc c'est tout simplement ça, une société offshore. De façon non très simple, c'est pour simplement comprendre que je crée une société dans un pays autorisé par Stripe, tout simplement pour pouvoir activer mes processeurs de paiement. Alors une fois qu'on a donc vu c'est quoi une société offshore, on va donc voir ses avantages. Le premier avantage, c'est l'anonymat, c'est-à-dire
On va beaucoup profiter du fait que si je ne vous dis pas que j'ai une société au Royaume-Uni ou bien aux États-Unis, vous ne devez pas le savoir. On est carrément dans un système anonyme. Alors, il faut maintenant faire attention, soit si vous êtes aux États-Unis avec la FATCA et que vous avez un passeport américain. Moi, j'ai une société aux États-Unis, je ne suis pas américain, je n'ai pas de nationalité américaine, donc du coup, ma société est strictement 100% anonyme. Je peux donc profiter de cet anonymat-là fiscalement. Alors, je ne suis pas en train de dire que je ne savais pas dire que vous allez payer 0% d'impôt. L'aspect 0% d'impôt, c'est possible, mais je ne peux pas le dire dans cette vidéo aussi parce que c'est assez empirique et complexe, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo, sinon je risquerais de sortir complètement du cadre de cette vidéo. Donc, mais par contre, si ma société est domiciliée, le siège social est domicilié au Royaume-Uni, vous avez compris, CRS, obligation de transparence fiscale. Je vais donc simplement jouer tout simplement sur le lacisme fiscal de mon pays d'origine. Je crois que vous comprenez déjà un peu bien le principe. Alors, exonération totale ou partielle d'impôts et taxes dans l'État concerné, c'est ça l'avantage d'une société offshore. On peut aboutir à 0% d'impôts. Ça va dépendre des mécanismes. Et je dis tout ceci est réglementaire. Je ne vous dis pas de fraude fiscale ou bien d'évitement fiscal. Non. Je vous parle des choses super réglementaires. Donc, pas de capital minimum pour créer une société. Vous n'avez pas besoin de capital du tout, ni d'avoir un local requis. C'est une société offshore, tout simplement. Vous n'allez pas exercer d'activité commerciale dans ce pays. Alors, pas de droit de succession. Alors, c'est un peu technique ça. Je ne veux pas trop entrer en détail. Normalement, lorsque vous décidez, vous faites la transmission de société à vos ayants droit, ce qu'on va appeler vulgairement des héritiers. Vous payez ce qu'on appelle les droits de succession, c'est-à-dire les droits de transfert de société entre vous qui êtes décédé et celui qui va prendre le règne de la société. C'est ce qu'on appelle globalement les droits de succession en matière de droits de société commerciale. Mais cependant, pour le cas des sociétés offshore, même en cas de décès, vous êtes exonéré du droit de succession. De la protection du patrimoine. Pour les sociétés, on fait bel et bien un distinguo, une différence entre le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Ça veut dire que si j'ai une société offshore et je veux être poursuivi, on va poursuivre les biens de la société, mes biens personnels ne seront pas attaqués. C'est ce qu'on appelle donc la responsabilité limitée donc, entre le gérant de l'entreprise et le patrimoine du gérant de l'entreprise. Donc, toutes les sociétés offshore ont ce statut donc de bien faire la distinction entre le patrimoine de la société et mon patrimoine personnel. Alors, accès à des marchés et marketplace. Alors, ça, c'est superbe. Aujourd'hui, si vous voulez développer une activité sur Amazon, vous êtes obligé d'avoir une société offshore. C'est ce que j'entends par marketplace. Des très grands marchés, même des services bancaires à l'international dont vous n'avez forcément pas. Avec les sociétés offshore, on est donc capable d'ouvrir des portes que, ordinairement, en tant qu'Africain, déjà, on ne peut pas ouvrir. Donc, accès à des outils et processeurs de paiement, outils par exemple des banques en ligne, les processeurs de paiement, l'exemple par exemple du Stripe, la position géographique stratégique. Alors moi peut-être quand je vais faire un déplacement en Occident par exemple, je vais présenter les papiers de ma société offshore, c'est super crédible. Et je vous rappelle qu'il n'est nulle part écrit sur vos documents de société offshore. Ce sont les mêmes documents qu'un résident anglais et américain détient. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Lorsque je le présente par exemple à l'ambassade, il n'est pas écrit là que société offshore. J'ai les mêmes documents fiscaux d'entreprise que toute personne qui vit aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc c'est ça que je dis, c'est hyper important en termes de position géographique et le laxisme fiscal donc, du pays d'origine dont j'en ai parlé longuement dans la première partie où j'ai évoqué dans la fin du secret bancaire. Voici tellement d'avantages, ce n'est pas exhaustif cette liste qu'on peut tirer donc, du fait de se créer une société offshore. Alors, à qui s'adresse concrètement la société offshore? Qui peut créer une société offshore? C'est toute activité à caractère immatériel. Qu'est-ce que j'entends par immatériel? Si vous faites du commerce avec du stock, c'est un business physique, vous ne pouvez donc pas créer une société offshore. Si vous êtes ingénieur en bâtiment, vous proposez vos prestations dans le domaine du bâtiment, vous construisez, vous faites du stock, vous ne pouvez donc pas avoir de société offshore. C'est donc fait pour des personnes qui ont une activité immatérielle. Par exemple, le conseil juridique, le conseil fiscal, le conseil en matière de voyage, le conseil de vie, infoprenariat, comme
Comme moi je fais du coaching dans le domaine du marketing digital. Je vends des formations en ligne également. Ça, c'est l'infoprenariat, pas forcément digital. Si vous faites par exemple dans la vente des formations, dans la nutrition, c'est de l'infoprenariat. Les prestations de services pour mon agence de marketing digital. J'ai besoin d'une société offshore pour pouvoir donc vendre mes prestations également sur le marché européen ou américain. De prestations de création de sites internet. Si vous êtes un webmaster, vous proposez dans la création de sites internet, vous pouvez créer une société offshore. Si vous faites l'import-export, c'est-à-dire que vous ne faites pas transiter vos marchandises dans des pays où vous avez établi votre société, vous faites par exemple l'importation d'une marchandise de la Chine pour le Cameroun, vous pouvez donc créer une société offshore. Ça va vous permettre d'accéder au processus de paiement plateforme pour pouvoir régler vos fournisseurs en Chine. Moi, c'est ce que j'ai longtemps fait. J'avais des agents quand je faisais du e-commerce, dropshipping. Je n'en fais plus en tant que tel. Donc, qu'est-ce que je faisais? Donc, j'avais une banque en ligne, notamment Payoneer. C'est pas Payoneer que je réglais mes agents. Mais les agents, ce sont des personnes qui vont aller démarcher des usines, des entreprises, négocier des prix très faibles pour pouvoir vous permettre de vendre vos marchandises de façon donc très réduite, qui vont s'occuper donc de l'envoi de tout ce qui est transit, tout ce qui est logistique. Voilà, c'est ça qu'on appelle des agents en Chine. Donc, généralement, je payais mes agents en Chine, non tout simplement par des banques en ligne, tout simplement, voilà. Pourtant, je vivais au Cameroun et mes agents expédiaient donc des marchandises sur le marché européen. J'avais déjà une boutique sur le marché européen où j'avais constitué un stock. Tout ceci, c'est grâce à la possibilité donc d'avoir une société offshore qui va donc vous permettre d'accéder à des outils, à des plateformes qui sont très importants lorsque vous développez du business en ligne. Je vous ai dit que je vous donne des informations sur la base de mon expérience et ce ne sont pas des choses que j'invente ou bien j'ai lu quelque part. C'est ce que moi-même j'ai pratiqué, j'ai vécu. Alors, communication et publicité, si vous êtes dans le domaine du boursier, du holding et aussi beaucoup de sportifs de haut niveau utilisent ce montage de société offshore. Je pense que vous avez déjà entendu des très grands scandales financiers qui ont souvent touché des grands sportifs parce qu'ils sont tellement allés un peu de façon ultra poussée, sans forcément, la plupart c'est souvent un problème de résidence fiscale et résidence permanente. Les sportifs bougent énormément, ils créent des sociétés offshore également pour pouvoir accéder à des plateformes de banques à l'international. Et parfois, lorsqu'ils ne font pas très attention, ce sont des montages assez subtils et délicats. Ils se font rattraper par la loi avec de grosses amendes comme addition à la fin. Alors, nous allons donc voir, je vais vous décrire les démarches de création. Ici, vous avez la possibilité de contacter donc des cabinets spécialisés qui sont domiciliés dans l'état de création de la société. C'est-à-dire, il y a des cabinets qui proposent des prestations. C'est souvent extrêmement cher. Bon, également au sein de mon agence, je propose également des prestations de création de sociétés offshore, compte banque en ligne et conseil. Alors, tout le monde peut créer une société offshore, activer un compte Stripe. Ça, c'est le plus facile. Je vais d'ailleurs vous le montrer dans cette vidéo. Mais le plus dur, c'est d'encadrer juridiquement tout ce que vous allez faire comme prestation, d'être certain que vous n'êtes pas en violation de la loi, d'être certain que votre cas est optimisé. C'est pourquoi je demande souvent aux gens, vous avez un lien d'ailleurs en dessous de la vidéo, je vais en parler dans cette masterclass où vous pouvez réserver un entretien avec nous. On va donc vous accorder 30 minutes afin d'évaluer votre situation et bel et bien voir si vous êtes éligible à ce type de solution et sinon quels sont les risques, dans quel cas, comment on peut encadrer. Tout ceci, je ne peux pas l'expliquer dans cette masterclass parce que les cas sont assez atypiques et les cas sont vraiment précis. Il faut bel et bien prendre du temps d'échanger avec nous afin de voir les solutions qu'on peut vous proposer. Donc il y a des cabinets spécialisés ou bien des agences domiciliées dans l'État. Alors moi je ne suis pas domicilié au Royaume-Uni ou bien aux États-Unis. Mon agence est domiciliée au Cameroun, d'accord, mais je propose également des prestations. Mais il y a des cabinets qui sont spécialisés déjà dans ces pays. Vous avez également des sites spécialisés sur Internet. Je vais vous montrer quelques sites où vous-même, si vous êtes assez à l'aise, c'est pas compliqué, vous-même vous pouvez créer votre société et activer votre compte Stripe. On les verra ici, je vais vous présenter ces sites. On a donc la procédure est simple, rapide et moins onéreuse selon les juridictions, selon l'état où vous vous situez. Je vais vous montrer les procédures, ne vous inquiétez pas. C'est une très longue masterclass, peut-être on va aller à plus d'une heure, mais vous aurez énormément d'informations et vous n'allez plus donc être noyé dans tout ce qui est un peu bullshit qu'on rencontre sur Internet. Donc,
il faut donc faire également attention. Le tout n'est pas de créer une société, comme je l'ai dit. Tout le monde peut le faire, mais il faut faire attention à ce qu'on appelle le coût de maintenance. Une fois que la société est créée, il y a des frais annuels qui vont s'y greffer, parfois qui vont chiffrer très gros si vous n'avez pas fait une bonne optimisation d'amont. Comme je l'ai dit, il y a plein de youtubeurs qui vont vous proposer des solutions pour créer des comptes Stripe. Ça va marcher, vous aurez un compte Stripe. Mais dès que vous allez commencer à chiffrer, vous allez être rattrapé par beaucoup de choses si vous ne faites pas attention. Et parfois, c'est un charge qu'on ne vous dit pas. Moi, j'ai vu des personnes, on a créé leur compte Stripe, qui sont venus en agence, on a tout refait. Parce qu'au final, ils ont fait de mauvais choix de création de compte. Et du coup, les coûts de maintenance ont été énormes. Qu'est-ce qu'on appelle coût de maintenance? Chaque année, vous devez donc payer certains frais pour garder actif votre société offshore selon les juridictions. Les coûts ne sont pas fixes, ces coûts sont variables en fonction des juridictions, que ce soit aux États-Unis, en fonction des États encore aux États-Unis, que ce soit au Royaume-Uni, ça dépend. Alors on va donc créer une société offshore avec le coût de maintenance le plus faible possible, mais tout en étant optimal dans la gestion de notre société. Et aussi, il y a des conséquences fiscales. Tout le monde peut regarder une vidéo YouTube, comme je l'ai dit, et créer votre société et vous la donner. Mais ces gens n'ont pas un recul fiscal. Comme je vous ai dit, j'ai quand même pratiqué pendant déjà 10 années de fiscalité. Je suis conseiller fiscal agréé. J'ai une grosse dose de connaissances en matière de fiscalité internationale. Je consulte également des avocats fiscalistes. Oui, parce que je peux payer leurs honoraires extrêmement chers pour certaines opérations délicates. Et ça fait quand même près de 8 années que je suis sur Internet. Donc, je peux vous dire exactement quels sont les risques à éviter fiscalement et comment éviter que vous soyez, enfin que vous laissez finalement plein de plumes dans la création de vos sociétés. Surtout si vous vivez sur le marché africain, la quasi-totalité de mes clients sont dans des pays signataires de l'OHADA, un traité d'harmonisation. Et donc, du coup, on a les mêmes lois, on a les mêmes règlements. Donc, je peux facilement les orienter sans avoir aucun souci. D'ailleurs, personne n'a déjà eu un de souci avec le fisc depuis que je propose ce type de prestations. Voilà, également, on va voir les critères de choix d'une juridiction. Quelles sont les juridictions que vous pouvez choisir pour créer votre société? Alors, on a les critères de choix. Avant de choisir une juridiction, j'allais dire, vous devez faire attention à ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus offshore. Je peux vous créer une société dans un pays, oui, vous avez votre société offshore, vous allez activer votre compte Stripe et puis après vous vous rendez compte que ce pays vous rappelle de payer des impôts. On a eu des cas comme ça, des gens ont leur compte Stripe, ils sont comptés en caisse, mais après, à la fin de l'année, ils ont une note fiscale de rappel de ce pays et là, vous commencez à entrer dans des listes noires à l'international. C'est extrêmement dangereux. Tout le monde peut vous créer des comptes Stripe une fois de plus, mais il faut faire très attention à des petits détails qui peuvent vous carrément faire laisser des plumes. Donc on va vérifier que lorsqu'on crée une société offshore dans un pays, qu'on ne va pas payer d'impôts dans ce revenu. C'est pourquoi j'ai préféré faire une vidéo à part entière où je vous explique de façon très précise donc la fiscalité pour les nuls, la fiscalité des sociétés offshore pour les nuls. Alors deuxièmement, on va également voir ce qu'on appelle les impôts sur les revenus territoriaux. J'en parle dans cette vidéo. On va également voir si vous êtes éligible ou bien exigible de TVA, si oui, dans quelles conditions. Donc ça, c'est aussi les éléments qu'il faut prendre en compte. Si on prend le cas des Royaume-Uni, il vous faut faire un minimum de chiffre d'affaires important avant de pouvoir être imposé à la TVA. Encore que par des mécanismes fiscaux, on peut se faire rembourser donc cette TVA, ça devient un crédit de TVA. Ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo, on ne va pas trop entrer dans le détail. Également dans la signature CRS, aujourd'hui le tout n'est pas de créer une société. Est-ce qu'on a bel et bien vérifié le côté CRS, le côté transparence fiscale, quelle est la coïncidence, est-ce que vous allez faire une opération et votre pays sera au courant? Ça, ce sont des détails également qu'il faut regarder lorsqu'on choisit une juridiction. Est-ce que c'est signataire CRS? Alors CRS, marché européen, FATCA, marché américain. Donc on va également regarder le coût de création parce que les coûts varient en fonction des juridictions. D'ailleurs, dans une autre vidéo où je vous propose le top 7 des juridictions sociétés offshore, je vous montre dans les différents coûts de création par type de société offshore. On va chercher dans des sociétés où les coûts sont les plus faibles, mais on ne va pas simplement regarder le coût, on va également regarder tous les autres éléments que je vous propose ici. Le coût de maintenance annuel, c'est-à-dire chaque année, combien vous allez payer donc pour garder actif votre société offshore. On va voir s'il y a la possibilité d'ouverture de compte bancaire à distance, c'est-à-dire étant dans votre pays, est-ce que vous pouvez avoir accès à des comptes bancaires? Si je prends le cas des États-Unis, c'est une virgule, on y reviendra. Vous ne pouvez pas créer une société, vous ne pouvez pas créer une banque en ligne aux États-Unis.
mais je vais vous montrer une solution très puissante qui est très méconnue, qui va donc vous permettre d'avoir un compte bancaire réel dans une banque réelle aux États-Unis sans avoir à vous déplacer. Restez très attentifs dans cette masterclass. Donc, vous pouvez également avoir accès à des cartes de paiement à distance, c'est-à-dire moi j'utilise des cartes de paiement dans plusieurs pays où je ne suis pas forcément allé dans ces pays. Voilà, c'est ça aussi l'avantage de bien choisir sa juridiction et de savoir qu'on peut donc avoir ces cartes de paiement. Donc également, au final, on choisit une juridiction parce qu'on va être éligible donc au processus de paiement Stripe et PayPal. Et il y a des sociétés, il y a des pays qui vous permettent de créer des sociétés offshore, mais qui ne sont pas éligible à Stripe ou PayPal. C'est pourquoi j'ai préféré vous faire une vidéo à part entière maintenant où je vous sélectionne 7 juridictions de sociétés offshore et je vous dirai donc si vous pouvez créer un compte Stripe ou PayPal dans ces sociétés et aussi je vais en détail dans les différents coûts et les différents impôts à payer. Voilà, vous avez énormément de contenu dans cette chaîne s'agissant de tout ce qui concerne les sociétés offshore, Stripe et PayPal. Voilà, je pense que vous allez énormément adorer. Alors, une fois qu'on a vu dans les critères de choix d'une juridiction, je vais un peu donc faire une virgule dans le cas spécifique du dropshipping et Amazon FBA parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont dans le domaine du e-commerce, que ce soit la forme dropshipping ou bien que ce soit la forme Amazon FBA. Je vais donc vous donner des recommandations une fois pour toutes, que ce soit clair pour tout le monde et parce qu'il y a beaucoup de désinformations qu'on écoute à ce sujet. Alors, la juridiction que je vous recommande pour le dropshipping reste le Royaume-Uni, les UK. Pour les multiples avantages, notamment d'avoir non seulement un Stripe multidevises, mais d'avoir des frais de transaction de 1,4%. Si vous faites du dropshipping, vous devez contrôler vos coûts. Alors si vous faites du dropshipping et vous allez donc avoir un compte Stripe aux États-Unis où on va vous prélever 3 à 5% de frais de transaction, il y a d'autres frais cachés également. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo à part où je décortique les différents frais de transaction sur Stripe, d'accord. Si vous allez donc aux États-Unis, vous faites du dropshipping, 5%, c'est énorme sur votre marge, c'est énorme. Mais par contre, 1,4% au Royaume-Uni, c'est encore digeste et c'est acceptable. Donc c'est pourquoi si vous faites donc du dropshipping, je vous recommande fortement plutôt de choisir le Royaume-Uni comme juridiction pour créer votre société offshore. Alors cependant, vous n'êtes pas dans l'anonymat, voilà, du fait d'être dans une juridiction signataire CRS. Je crois que vous comprenez très bien. Mais vous pouvez tout de même profiter soit du laxisme fiscal de votre pays de résidence, soit de vous expatrier vers une juridiction à 0% d'imposition. Pour la plupart des personnes qui vivent dans les pays africains, on va beaucoup plus jouer sur le laxisme fiscal de notre pays d'origine, même si on crée une société au Royaume-Uni qui est signataire CRS. Encore que, généralement, lorsque je reçois des personnes en agence, j'identifie leur pays, je fais des recherches un peu pour savoir quel est leur niveau de pays CRS, d'accord. On fait toute cette analyse fiscale pour se rassurer que voilà, les risques sont complètement réduits à zéro. Et ça fait 7 ans qu'on le fait, que moi je le fais. Je n'ai aucun souci parce que à la base, d'abord, je suis quand même un fiscaliste praticien et je peux identifier des choses que une personne qui veut développer son activité, par exemple, coach en nutrition, ne viendra pas se casser la tête à essayer de comprendre tout cet univers. Mais je vous donne quand même des informations assez essentielles. Donc, en outre, vous pouvez également vous domicilier aux États-Unis. Oui, on peut également choisir les États-Unis. Surtout si vous faites du Amazon FBA. Alors, mais l'exigence de la preuve de résidence est très forte avec Stripe US. Et c'est ça la grosse difficulté. Lorsque vous voulez créer un compte Stripe aux États-Unis, vous allez faire donc un entretien. Vous allez avoir un entretien avec un notaire. L'entretien se fait donc sur une application virtuelle. Et alors, bonjour les dégâts si vous n'êtes pas assez calé en anglais. Le tout n'est pas d'être calé en anglais. Je vous dis calé en anglais américain avec des mots absorbés. Ce sont des grosses sueurs froides. Et alors, moi, je me rappelle la petite histoire. Quand je créais mon compte aux États-Unis, je ne m'y attendais pas. On m'avait dit que bon, je pense que ça devait être très simple. Mais lorsque je me suis retrouvé face au notaire, c'était une dame, je vous assure, j'ai eu des grosses sueurs froides en train d'essayer de comprendre son anglais. Je lui disais, please, can you repeat it slowly? J'étais toujours en train, est-ce que tu peux répéter doucement? Elle le disait mot à mot, mais alors c'était difficile, il fallait communiquer, lui envoyer des documents.
Mais heureusement, j'ai posé un anglais aussi nul. J'ai pu passer ce filtre. Et puis, elle a validé parce que le notaire valide votre identité, valide votre preuve de résidence. Lorsque vous voulez donc ouvrir un compte Stripe aux États-Unis, ce qui est très recommandé pour Amazon FBA, ça je le dis clairement parce que Amazon FBA c'est beaucoup plus américain. Donc je vais vous recommander forcément d'avoir une société aux États-Unis avec un compte Stripe US si vous voulez faire du Amazon FBA. Mais il y a ce côté d'identification, de preuve de résidence fiscale qui est extrêmement exigeant aux États-Unis, contrairement au UK où c'est assez souple. Je vais vous montrer une application pour pouvoir le faire pour le cas des UK. Donc la différence de change également est très importante. On a 3 à 5% déjà de taux de transaction et aussi l'impact du dollar, ce qui peut faire quand même assez énorme. Si vous faites par exemple du dropshipping sur le marché européen, vous utilisez un compte Stripe US, vous avez déjà 3 à 5% de frais de transaction. Vous avez encore des différences de change que vous allez payer. Et là, vous allez laisser complètement vos marges inutilement dans des transactions de ce type-là. Donc, je vous donne un peu une clarté pour ceux qui font du dropshipping et Amazon. Si vous faites du dropshipping, allez au UK. Si vous faites du Amazon, allez au US pour des raisons que je vous ai dit. Toujours des cas spécifiques. Alors, aussi Stripe US accepte très difficilement des fintech, c'est-à-dire ce qu'on appelle des banques en ligne. J'en parlerai. Contrairement à Stripe UK où ça passe quand même. Mais alors, il faut bien comprendre que les fintechs sont obligatoires lorsque vous voulez créer une société offshore. Quand vous créez un compte Stripe aux États-Unis, il faut avoir une banque sur place. Là, c'est la galère. J'ai une solution pour vous, ne vous inquiétez pas. C'est Mercury. C'est une très bonne solution à ce problème. Mais attention, je vais vous expliquer pourquoi Mercury et c'est quoi Mercury concrètement si vous voulez donc avoir un Stripe aux États-Unis. Mais par contre, au Stripe UK, au Royaume-Uni, si vous créez votre société offshore, pas de souci, les banques en ligne sont largement acceptées. Il y en a une panoplie de banques en ligne et je vais vous recommander 2 précisément. Alors, une précisément et une autre secondaire. Dans cette masterclass, comme je vous ai dit, je vais vous donner énormément de contenu. N'oubliez pas de vous abonner une fois de plus à la chaîne, d'activer la cloche de notification si vous ne voulez pas rater ce type de masterclass. Ce n'est pas une simple chaîne où on vous envoie des vidéos de 5-10 minutes de conseils, mais c'est une chaîne où je vous donne des masterclass hyper condensées, hyper denses, j'allais dire, et avec beaucoup d'informations, de pratiques. C'est pourquoi, lorsque vous devez regarder les masterclass dans cette chaîne, consacrez-vous au minimum 1 heure. Prenez un stylo, prenez de quoi noter, prenez un verre d'eau parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Je pouvais le mettre dans une formation payante, mais j'ai décidé de vous l'offrir tout gracieusement et gratuitement dans cette chaîne. Alors, les USA, par contre, resteront une très bonne solution si vous faites Amazon US, comme je l'ai expliqué, ou alors si votre entreprise en dropshipping fait déjà de gros chiffres et que vous avez de bonnes relations avec des agents en Chine dont la monnaie principale est le dollar. Quand vous commencez déjà à faire des chiffres comme 100 000 euros, moi j'ai eu des boutiques à 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne pouvez plus vous contenter d'un simple Stripe US, il faut déjà avoir un Stripe UK pour pouvoir avoir des sociétés offshore au Royaume-Uni, pour pouvoir activer des plateformes de paiement en ligne parce que la plupart déjà vous allez travailler avec des agents qui sont en Chine, qui utilisent le dollar. Si vous faites 100 000 euros, si vous faites des transactions de 50 000 euros simplement dans le marché chinois en dollars, si vous faites simplement le gain de change, fait la différence de change, c'est énorme. Donc quand vous commencez à chiffrer énormément gros déjà en dropshipping, il faut clairement penser déjà à créer une société offshore aux États-Unis et avoir un doublement par rapport à Stripe US. Alors, 3 pays de choix, Royaume-Uni, États-Unis, et je vais donner une spécificité sur le cas de l'Estonie, parce qu'on entend souvent se parler de l'Estonie. Je vais dire, attention, l'Estonie, oui, mais on va en parler. Sinon, moi, je vous recommande Royaume-Uni. Voilà, vous savez déjà si vous faites de l'agence de marketing digital, le dropshipping, service, création de sites internet, ainsi de suite, prestation de services. États-Unis, si vous faites de l'Amazon, par exemple, ou bien de grosses boutiques e-commerce déjà, vous pouvez donc aller simplement aux États-Unis. Alors, le Royaume-Uni, quels sont ses avantages? Je sais que c'est la rapidité pour avoir ses papiers d'entreprise. 1 semaine environ et vous avez vos papiers d'entreprise. C'est très peu coûteuse, d'accord? La procédure est coûteuse à la création et pour la maintenance, les frais sont extrêmement faibles. Le PayPal est disponible au Royaume-Uni également. La comptabilité pas chère, alors 20 à 30 euros par mois. Alors, je rappelle que vous n'avez pas d'obligation de tenir une comptabilité quand vous ne faites pas un certain seuil de
de chiffre d'affaires. Je pense que si je ne dis pas de bêtises, on est dans les 17 000 pounds déjà. Si vous n'avez pas encore atteint le seuil de 17 000 pounds, vous n'êtes pas tenu à une comptabilité. Mais ne vous inquiétez pas, vous commencez à réfléchir comptabilité quand vous faites du chiffre. Alors payer 20 à 30 euros quand vous faites 10 000 euros le mois, ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas de la galère. C'est pourquoi je dis pas de stress par rapport à cette obligation de comptabilité, mais j'en parle quand même ici. Les statuts disponibles dont sont la LTD et la LLP pour les associés. Alors, je ne veux pas entrer en détail dans cette vidéo, sinon ça va faire très longue. Si vous êtes déjà plus d'une personne qui voulait créer la société, oui, c'est possible, vous pouvez être 2 à 3. Vous allez donc vous mettre sous forme de LLP. Voilà. Et maintenant, si vous voulez créer une LTD, vous êtes seul, vous pouvez créer la LTD, sachant qu'il y a des avantages énormes entre les deux, dont je ne veux pas m'étaler dans cette vidéo, sinon ça va faire super long. Alors, la solution la plus recommandée pour une agence SMA, c'est tout simplement le Royaume-Uni. J'ai une agence de marketing digital, j'enregistre les bureaux dans nos locaux, dont nous travaillons avec des clients un peu de partout dans le monde entier. On a donc besoin d'une société offshore pour pouvoir encaisser nos paiements à l'international. Même si vous êtes freelanceur sur des plateformes comme CopHome, comme Upparlant, voilà, les Fiverr, ainsi de suite, Upwork, ça fonctionne très bien. Avoir une société offshore pour pouvoir encaisser vos solutions de vos paiements est très recommandé également. Par exemple, avec Payoneer. Payoneer, c'est une banque en ligne, ce qu'on appelle une fintech, qui est très recommandée pour les freelanceurs. Alors, la possibilité d'arriver à 0% d'impôt, moi j'ai des mécanismes tout à fait légaux, d'accord, qui sont tout transparents, qui vont donc vous permettre de payer 0% d'impôt. Alors, je ne suis pas en train de vous encourager de ne pas payer des impôts, c'est un devoir citoyen et civique également. Donc, c'est bien pour l'image de marque aujourd'hui. Il y a des prestations dans mon agence. Quand je vais closer, par exemple, un client à 10 000 euros, 15 000, 20 000 euros, on doit clairement on va clairement faire la soumission, présenter notre offre avec notre société offshore. Ça donne beaucoup plus une crédibilité. Pourquoi? Parce que les Royaumes-Unis sont très réputés pour la transparence financière fiscale. C'est très sérieux, c'est très crédible et puis ça fait également gage de crédibilité aux yeux de nos clients. Voilà, alors les inconvénients, comme il y a tout, il y a des avantages, il y a également des inconvénients. Comme inconvénient, on a des frais de conversion pour des devises autres que le livre. Attention, petite coquille qui s'est glissée là, le livre dont 2% de taux de conversion. Comme je vous ai dit, dans une vidéo à part entière, j'ai détaillé tout ce qui est facturation Stripe. D'accord, ne vous inquiétez pas, regardez tout simplement la chaîne YouTube. Vous pouvez découvrir également d'autres vidéos. Alors, Stripe, malheureusement, c'est un gros inconvénient, c'est 7 jours. Ça, c'est énorme. Vous avez, si vous faites une opération, par exemple, le lundi, vous ne pouvez pas avoir votre argent le mardi, mercredi. Il vous faut attendre donc 7 jours ouvrables avant d'encaisser votre argent. C'est un gros inconvénient pour les e-commerçants, les dropshippers débutants qui ont des petits budgets parce qu'ils sont obligés d'attendre 7 jours avant de récupérer l'argent pour pouvoir payer les fournisseurs et recycler cette trésorerie. Ça peut être extrêmement énorme. Mais si vous êtes prestataire de services, vous n'avez pas de stock que vous faites, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez bien patienter 7 jours. Sinon, sur le Royaume-Uni, c'est quand même 7 jours. Mais il y a des possibilités d'anticiper sur 7 jours. Vous payez quelques petits centimes de livres et puis vous avez votre argent avant. Moi, généralement, c'est comme ça que je gère ma trésorerie. Je n'attends pas forcément le cycle de 7 jours. Alors, ce n'est pas idéal pour s'expatrier en termes de juridiction, voilà. Et il y a la liste noire conséquente. Il y a des pays interdits, des pays africains interdits de création de sociétés offshore Royaume-Uni. Oui, il y a toute une liste. Je n'ai pas la liste à jour. Voilà, je n'ai pas pensé à ça dans la vidéo. Mais si vous faites un peu de recherche, tout simplement sur Google, vous pouvez voir des pays. Ou alors, si vous êtes en consultation avec nous, ne l'oubliez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous réservez un call avec nous. On vous accorde 30 minutes pour examiner votre situation. Et selon votre pays de résidence, je pourrais vous dire, ou alors l'un des membres de mon équipe, si votre pays est éligible, donc si votre pays n'est pas dans la liste noire, ce que je ne vous souhaite du tout pas. Alors, pas d'anonymat, vous connaissez déjà le concept de pays CRS, mais il n'y a pas de souci, ça se gère très subtilement en toute transparence et légalité, mais il faut déjà comprendre qu'il n'y a pas d'anonymat parce qu'au Royaume-Uni, vous êtes un pays CRS. La structuration est complexe pour atteindre 0% d'impôt. Oui, il faut un peu de bonne base en fiscalité pour pouvoir mettre en place un mécanisme qui va donc vous garantir 0% d'impôt. Comme je l'ai dit, je ne peux pas tout vous expliquer dans cette masterclass, mais lorsqu'on a une consultation avec des clients qui veulent nos prestations, on sait comment on peut gérer ces cas-là sans aucun souci. Alors, on va donc aborder les États-Unis. C'est la société la plus recommandée pour les débutants. Ça dépend aussi des activités, mais
je dis pour les débutants. Pourquoi? Parce que c'est vrai, l'investissement c'est $200 et vous allez payer $14 par mois pour ouvrir la société. Ne vous inquiétez pas, je vais mieux vous expliquer ça. $200, ce sont les frais de création. $14 en moyenne, ce sont les frais de boîte postale. Parce qu'aux États-Unis, ils exigent d'avoir une boîte postale active pour votre société qui est payée chaque mois. Strap à 2 à 3 jours au lieu de 7 jours. C'est pourquoi je dis c'est idéal pour les débutants qui ont un petit budget, qui veulent par exemple se lancer dans le e-commerce. 7 jours ça peut être long, mais 2 jours, grand maxi 3 jours, c'est quand même tenable si vous n'avez pas assez de budget. Maintenant, il faut voir des cas. Est-ce que vous faites du dropshipping sur le marché européen ou africain ou américain? J'allais dire. Là, il y a encore une grosse différence entre les deux. C'est très peu d'entretiens annuels, ils ne sont pas exigeants, ça dépend des États. Tous les États ne sont pas forcément assez souples. Je vais vous recommander un État précisément aux États-Unis, pas le Delaware, parce que beaucoup de gens parlent du Delaware, mais il y a un État que j'utilise depuis plusieurs années où j'ai créé ma société qui a des conditions les plus souples possibles et sans trop de procédures administratives. Donc un compte bancaire ultra solide, oui, parce que quand vous avez un compte Strap US, à la clé, vous avez un compte bancaire physique, c'est-à-dire une banque qui a des bâtiments, pas une banque en ligne, et c'est ultra puissant. Donc en termes de référentiel, aujourd'hui j'ai un compte bancaire aux États-Unis, pourtant je ne vis pas aux États-Unis, et ceci grâce aux informations que je vais vous présenter dans cette masterclass. Donc pas de TVA sur les logiciels et services, ils sont exonérés de TVA sur tout ce qui concerne logiciels et services. Donc vous voyez, si vous êtes une agence de marketing digital, c'est très intéressant. C'est pourquoi nous avons créé également une société aux États-Unis pour notre agence pour pouvoir gérer ce cas de situation, notamment pour des clients qui sont domiciliés de ce côté. Alors, c'est pas fait pour s'expatrier parce que vous avez la société LFC à 0% d'impôt, sauf si vous faites des activités aux États-Unis. On en parlera encore. Donc, voici quelques avantages des États-Unis, mais il y a des inconvénients. Vous avez déjà le taux de conversion Strap vers le dollar qui est quand même assez important. Voilà, si vous faites des ventes sur le marché occidental, l'imposition américaine, si vous avez des activités aux États-Unis, vous allez donc payer des impôts aux États-Unis. Si vous créez une société offshore aux États-Unis, vous ne devez pas avoir d'activité aux États-Unis. Mais si vous faites une activité dont vous êtes ce qu'on appelle Headbus, j'en parle dans une autre vidéo, la fiscalité offshore pour les nuls, où j'explique un peu ces petits concepts aussi basiques et très très simples. Je vous ai dit, vous avez énormément de contenu aujourd'hui pour les sociétés offshore. Et compte Strap, voilà, vous voyez bien qu'on est déjà plus d'une heure de contenu. Je ne suis pas allé sur des plateformes vous montrer, cliquer 2-3 boutons, créer une société, un compte Strap. C'est trop facile ça, mais je dis il y a des répercussions, des incidences, des enjeux qui sont très énormes qui peuvent vous rattraper et vous coûter énormément cher. C'est pourquoi je prends d'abord la peine de vous expliquer la réglementation, et les entrepreneurs du dimanche peuvent très facilement vous montrer comment créer des plateformes. Mais je vous en montrerai également, ne vous inquiétez pas. Alors, PayPal disponible, nécessité d'avoir un numéro, alors NSS américain, très important. PayPal disponible, mais si vous voulez activer un compte PayPal aux États-Unis, vous devez avoir ce qu'on appelle NSS, numéro de sécurité sociale. C'est obligatoire et là, il faut résider aux États-Unis. Vous voyez donc que c'est un peu très compliqué pour avoir PayPal aux États-Unis. Par conséquent, il faut faire une croix sur le marché allemand. Si vous pensez avoir PayPal, alors le marché allemand fonctionne 90% des comptes PayPal. Ils ne sont pas trop habitués à mettre des cartes bancaires sur des sites. Eux, ils préfèrent PayPal. Si vous voulez donc créer une société offshore aux États-Unis pour avoir un compte PayPal, pour vendre sur le marché allemand, moi j'ai vu des personnes me consulter pour ces cas. Je dis clairement ce n'est pas possible, déjà parce que au niveau du numéro de sécurité sociale, ça va coincer. Donc environ 3 semaines à 1 mois pour obtenir tous les papiers. Alors, la création de la société en elle-même ne pose pas problème. En 2 jours, vous avez les papiers de société. Mais cependant, pour avoir ce qu'on appelle le EIN number, votre numéro d'identifiant fiscal aux États-Unis, ça prend moins de 3 semaines. Parfois, on a eu des cas d'1 mois, 1 mois et demi. J'ai souvent eu des clients en agence qui n'ont pas compris cette réalité, bien qu'on leur explique. Les États-Unis, c'est un peu différent. Donc, les sociétés, les papiers en 2-3 jours, vous l'avez, mais le EIN number, qui est important, obligatoire pour la création non seulement de votre banque, mais du compte Strap. Strap US va vous demander le EIN number, alors vous devez donc faire preuve de patience et compter en moyenne, disons grand maxi 1 mois,
Alors, j'explique maintenant le cas de l'Estonie. J'en vois également, je vois plein de choses sur YouTube, sur Internet. J'ai décidé d'insérer un peu le cas pour vous expliquer concrètement le cas de l'Estonie. Alors déjà, il faut voir quelques avantages pour l'Estonie. Parce que l'Estonie, oui, effectivement, c'est dans l'Union européenne, il y a des avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un pays basé en Union européenne. Contrairement au Royaume-Uni, avec la fameuse affaire du Brexit, les choses se sont encore un peu dégradées au Royaume-Uni. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne juridiction, c'est une parfaite juridiction. Contrairement aux États-Unis, avec l'Estonie, vous avez une société basée en Union européenne. Alors, les avantages du fait d'avoir un pays basé en Union européenne grâce à l'Estonie, c'est une solution long terme si votre activité est basée en Europe. Si vous commencez du dropshipping sur le marché européen, vous ne faites pas encore de gros chiffres. Quand vous commencez à faire énormément de chiffres, ça peut être une solution très importante, surtout si vous faites une marque et vous stockez. Là, ça peut être déjà très intéressant de penser, au lieu d'être par exemple en France, en Belgique, de créer plutôt une société offshore en Estonie pour beaucoup d'avantages que je vais vous expliquer ici. Vous avez un code, un IBAN européen, ça veut dire que vous pouvez payer, vous avez des numéros bancaires typiquement européens et du coup, donc, vos fournisseurs vont être à l'aise parce qu'il y a des fournisseurs qui vont exiger par exemple certains prestataires, certains clients, certaines personnes avec qui vous allez travailler qui vont exiger un IBAN européen. Ça, c'est très intéressant. Aussi, pour du e-commerce, vous disposez d'un numéro IOSS pratique pour payer la TVA. Alors, je pense que vous connaissez depuis le 1er juillet 2021, il y a eu une grosse réforme de TVA en Europe, surtout pour des dropshippers, des e-commerçants, où il vous faut un numéro IOS si vous voulez donc pouvoir faire des importations par exemple depuis la Chine. Alors c'est pas ça l'objectif de cette vidéo, mais vous avez déjà l'avantage dans le fait de créer une société offshore en Estonie, donc d'avoir ce numéro pour pouvoir payer de la TVA si vous faites du e-commerce. Donc aucun frais d'échange grâce au compte bancaire en euros, donc il n'y a pas de différence d'échange puisque vous êtes dans la zone européenne. Et PayPal également est disponible en Estonie, ce qui est déjà très bien également si vous voulez avoir un compte PayPal. C'est parfait également pour l'expatriation. Bien, donc c'est un pays hyper développé administrativement, très peu de paperasse. Vous allez voir, je vais vous montrer un site. Vous avez tout carrément qui est digitalisé. On ne travaille pas avec des papiers là-bas et du coup, les procédures sont assez digitales et soft. Donc c'est ça qui est le gros avantage avec l'Estonie. Alors l'inconvénient de l'Estonie, c'est que la solution la plus chère, il faut compter environ 400 € pour obtenir la e-résidence et ouvrir une société. En Estonie, il y a deux étapes. Dans la première étape, vous devez avoir la e-résidence. La e-résidence ne veut pas dire que vous pouvez voyager, prendre un billet d'avion et vous allez en Estonie. Attention, c'est différent. La e-résidence va donc vous permettre tout simplement d'avoir un statut d'entrepreneur en Estonie et de pouvoir donc créer votre société offshore. Dans la première étape, consiste d'abord à avoir sa e-résidence et ensuite donc d'ouvrir sa société. C'est la solution la plus longue parce que ça vous prend 1 mois et demi à 2 mois pour recevoir tous ces papiers et débuter. Notamment, ce qui va beaucoup plus mettre long, c'est avoir sa carte de e-résidence. C'est ça qui est un peu trop long. Et ensuite, donc, il faut créer la société. Donc, la solution est un peu longue. Alors, pour le e-commerce, Stripe 7 jours, oui, parce que nous sommes en Europe. Il y a une liste noire, dont il y a 2 pays pour le moment que j'ai identifiés, notamment le Kenya et le Guatemala, dont l'Estonie n'accepte pas la création de sociétés offshore pour ces 2 pays. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Cameroun n'y est pas, le continent n'y est pas. Donc, voilà donc quelques inconvénients. Alors, déjà, donc, pour la société offshore, pour le compte Stripe, moi, je vous recommande fortement Stripe UK. Et c'est dans certains cas Stripe US, mais je recommande beaucoup plus à 87% les UK. Maintenant, en fonction de comment votre activité va évoluer, la croissance, on peut décider soit d'ouvrir une société offshore en Estonie, soit d'ouvrir une société offshore aux États-Unis, bien que en seconde priorité, ce sont les États-Unis. Personnellement, je n'ai pas créé de société offshore en Estonie parce que je n'ai pas trouvé le besoin, mais je l'ai fait pour des clients également que nous avons accompagné au sein de l'agence, donc pour des cas précis. C'est pourquoi il faut un entretien préalable qu'on accorde, d'accord. Vous réservez un call pour qu'on puisse voir votre situation, examiner, parce qu'on ne peut pas faire une vidéo qui s'applique à tout le monde. Un peu comme on voit sur YouTube des gens faire des vidéos qui s'adressent à tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Il faut toujours examiner chacune des situations. Alors là, on est en train d'entamer dans la dernière partie de cette longue masterclass. On va commencer à entrer
dans la pratique, et j'imagine que c'est cette partie que tout le monde attend. Alors, si vous n'avez pas regardé ce qu'on a fait au préalable, ça ne servira à rien. Vous allez voir des sites comme ça. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tirer sur le curseur et arriver directement ici, se contenter de cette partie. Je vous invite, oui, faites-le, mais après, posez-vous, rentrez voir tout ce qu'on a dit au début parce que c'est ultra, hyper important de bien comprendre dans quoi vous vous engagez. Le tout n'est pas d'activer un compte Stripe et puis du jour au lendemain, voir votre business plomber. Si vous voulez faire 7 à 8 années sur Internet comme moi je l'ai fait, il faut avoir des solutions ultra solides, béton et long terme. Donc, dans cette troisième partie, on passe donc à la pratique. Alors, les étapes de création, on a simplement 4 étapes. Dans la première étape, on va choisir une juridiction. Je vais vous montrer le cas des US en pratique, le cas des UK et le cas de l'Estonie. Ensuite, deuxième étape, on crée sa société. Je vais vous montrer les sites et les plateformes de création de société. Et troisième étape, on fait le choix de 2 fintech. Les fintech, vous avez bel et bien compris, ce sont des banques en ligne. Alors, je vous montre donc comment créer vos banques en ligne. Maintenant, si vous créez des banques en ligne, il y a des possibilités, il y a des moyens donc pour pouvoir encaisser votre argent dans votre pays de résidence selon les cas. Une fois de plus, la vidéo sera super longue si je parle de tout, si je détaille tout. Dites-moi en commentaire si vous avez un sujet que vous souhaitez que j'évoque de façon détaillée. Je peux également trouver la nécessité de vous en produire une vidéo. Alors, et une fois donc on a choisi dans les fintech, on crée maintenant notre société, notre compte Stripe. Et du coup, les 4 étapes respectées, vous avez donc déjà un compte Stripe actif. Alors, de façon spécifique, donc voici les 5 étapes. Premièrement, création de la société offshore, après que j'ai choisi la juridiction, US ou bien UK. Deuxième étape, création des banques fintech, c'est-à-dire des banques en ligne, 2 banques, une banque principale et une banque secondaire. La banque secondaire sert souvent de pivot pour pouvoir encaisser votre argent dans votre pays de résidence. Moi, je crée une société, j'ai une banque en ligne, Wise, pour le cas de UK, et Payoneer. Je fais le transfert de West de Payoneer. Payoneer, il n'y a pas de frais carrément, c'est carrément ridicule. Payoneer, je pense qu'à 10 000 euros, vous pouvez payer 15 euros, je pense, un truc comme ça. Tellement c'est faible que je ne regarde pas ça. Et de Payoneer dans mon compte bancaire au Cameroun, aussi simple que ça. Pareil, si c'est Mercury. Mercury également, si c'est aux États-Unis, je fais Mercury direct dans mon compte bancaire au Cameroun. Je n'ai pas besoin de passer par un autre compte parallèle. Ou bien je fais Mercury, Wise, bon, vous voyez. Ok. Alors, troisième étape, adresse postale et téléphone UK-US. J'ai fait toute une autre vidéo à part où je vous explique les plateformes pour avoir des adresses postaux dans ces différents pays et des contacts téléphoniques. N'hésitez pas également de regarder la vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors, création d'un site écran. Je vais vous expliquer ce que j'entends par site écran, site vitrine, très important pour passer donc à la dernière étape d'activation de vos comptes, soit Stripe, donc, soit le compte PayPal. Ok, alors bien, création de la société, on va donc sur mon ordinateur vers cette plateforme, la First Formation, qui vous permet également de créer. Alors c'est un site qui va tout simplement vous permettre de créer votre société offshore au Royaume-Uni. Vous avez les différents frais ici, là. Généralement pour la LTD, je vais vous recommander de prendre Privacy. Ok, vous avez également une autre, je vais vous mettre le lien dessous de cette vidéo, vous avez une autre. Alors, je vous donne directement le lien si vous voulez créer une LLP, d'accord, vous pouvez donc directement utiliser ce lien-là, vous entrez ici, ça c'est la LTD, pardon, vous entrez le nom de votre entreprise ici, là, voilà, et vous cliquez Search Name, vous suivez la procédure tout simplement, c'est pas compliqué. Vous avez également, je vous donne le lien également, si c'est plutôt la LLC que vous voulez, pardon, ça c'est la LTD, précédemment c'était la LLP, voilà, donc vous avez tout simplement le lien de la LTD. Vous voyez, c'est pas grand chose, moi je charge beaucoup plus que ça parce que derrière il y a l'optimisation, le conseil et la sécurité de tous vos comptes que je mets derrière en back-office, quoi. Donc vous avez simplement le lien, vous suivez la procédure et vous allez donc arriver quelque part où on va vous demander un numéro qu'on appelle le SIC code. C'est très simple, pas de panique, vous suivez, c'est tellement intuitif. Je vous donne tout simplement le SIC code, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un code où on demande la nature de votre activité. Si vous entrez le SIC code, par exemple, pour e-commerce, vous avez le SIC 47910. Donc, lorsque vous allez créer dans la société au Royaume-Uni, ils vont vous demander quel est le référentiel de votre activité.
Si vous arrivez ici, SIC code, voilà, vous pouvez donc entrer pour le cas de e-commerce, SIC code pour le cas de l'agence digitale, fabrication de logiciels, peu importe. Vous allez donc voir le numéro SIC relatif à votre activité. Vous allez renseigner ça dans le formulaire, aussi simple que ça. Mais alors, lorsque vous créez la société, il y a l'identification de votre personne. Et on va donc, au Royaume-Uni, ils vont vouloir se rassurer que vous êtes bel et bien dans un pays non autorisé. C'est très simple. Il y a une plateforme qu'on appelle le Credas. Vous avez ça sur mobile. C'est une application mobile qui va simplement donc vous permettre de filmer votre passeport. Il faut un passeport et de pouvoir donc l'envoyer. C'est très simple l'identification. Par contre, au Royaume-Uni, pardon, aux États-Unis, vous allez faire un entretien avec un notaire en ligne. Ne vous inquiétez pas pour nos clients, on sait comment gérer ça, on vous accompagne là-dessus, pas de panique, d'accord, on a déjà l'expérience de ça. Petite astuce très simple et ça passe. Donc avec Credas, c'est l'application qui va donc vous permettre de vous identifier et voilà, c'est très simple, c'est pas compliqué, afin de se rassurer que vous êtes bel et bien résident dans un pays et vous pouvez créer votre société offshore. Voilà, alors ça c'est donc pour le Royaume-Uni. Alors, quant aux États-Unis, la première étape d'abord va consister donc à créer votre adresse postale. Vous avez ce site qui va donc vous permettre de créer votre adresse postale. Regardez une vidéo en détail où je suis allé un peu plus en profondeur sur les différentes créations de boîtes postales et numéros de téléphone. Je fais quelques exemples, vous pouvez bel et bien voir. Je vous donne tout simplement les informations en diagonale. Un postal one, donc vous choisissez tout simplement le plan à 9,99$ le mois, c'est tout simple et vous continuez dans la procédure. Cependant, il y a des pays parfois qui ne peuvent pas créer une boîte postale. C'est bizarre et curieux. Je pense au cas de la Côte d'Ivoire. J'ai une solution pour vous. Si vous êtes ivoirien, vous ne pouvez pas créer une boîte postale Postal One. Je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire est exclue. Vous allez donc simplement arriver sur ce deuxième site que je vous donne. Comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo un peu plus détaillée sur les différentes boîtes postales, qui est notamment Anytime Mailbox. Là, si vous êtes ivoirien, bingo, vous pouvez créer votre boîte postale tout simplement sur cette plateforme. Une fois donc que c'est fait, vous avez donc créé votre boîte postale. La deuxième étape consiste donc à acheter un numéro de téléphone, par exemple sur Vyke. J'ai également fait dans la vidéo où je détaille clairement les boîtes postales et contacts téléphoniques. C'est une autre vidéo sur cette chaîne. Vous pouvez donc simplement voir comment faire pour obtenir un numéro de téléphone dans un pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors, deuxième étape, j'ai mon numéro de téléphone. Troisième étape, maintenant, je passe dans cette plateforme dans InLife qui est un peu exactement comme celle que je vous ai montrée ici précédemment, qui est Your Company Formation. D'accord, c'est l'équivalent. InLife, c'est l'équivalent américain. Donc, ce sont des plateformes où vous pouvez donc directement créer vos sociétés. Vous arrivez donc ici sur InLife. Très simple, vous suivez tout simplement les instructions. D'accord, c'est hyper intuitif. Et vous allez donc créer votre société. Alors, je vous montre ici, par exemple, là, moi, c'est mon compte InLife. D'accord, vous allez voir dans ma société créée GN Elite comme LLC. D'accord, je l'ai créé depuis 2020 quand j'avais déjà besoin de faire certaines activités aux États-Unis. Donc vous voyez bien, c'est pas compliqué, c'est hyper intuitif. Vous suivez tout simplement les procédures, vous renseignez vos informations, aussi simple. Alors pour les États-Unis, déjà je vais vous demander de choisir le New Mexico comme État. C'est très important, c'est là où vous avez les coûts les plus faibles possibles et la maintenance super ridicule avec une tenue de comptabilité à $10 carrément le mois, encore que c'est pas obligatoire. C'est exonéré la première année, c'est dès la deuxième année que vous pouvez payer, que vous devez payer les frais de tenue de comptabilité. Il y a des agents qui vous chargent $10 le mois, c'est rien du tout. Là, aux États-Unis, c'est très très simplifié. Vous suivez simplement de façon intuitive les procédures et puis tout ira au mieux pour vous. Voilà, donc alors maintenant pour le cas de l'Estonie, comme je vous ai dit, la première étape c'est de créer donc une e-résidence. Vous avez ici également ce site, vous allez tout simplement faire un plein nom, vous renseignez vos informations tout bête, tout intuitivement et vous allez donc créer votre e-résidence. Et quand c'est fait, donc vous allez attendre un certain délai, ça peut quand même être un peu long et quand le délai est atteint, vous allez maintenant créer votre société sur ce site donc qui va donc vous permettre de créer rapidement votre société en 6 étapes très simples. C'est pas compliqué, c'est très intuitif. Vous avez donc créé
votre société en Estonie. Donc, vous avez les différents liens de ces sites que je vais vous mettre en dessous de la vidéo. Alors, une fois que vous avez donc créé la société, la deuxième étape maintenant, c'est de créer des comptes FinTech, des comptes banque en ligne. Très bien, on va tous se rendre sur ce site. Alors, pour les comptes banque en ligne, je vous recommande déjà Wise, qui est très indiqué. Voilà, c'est très indiqué, c'est hyper intuitif, c'est très simple. Avec Wise, vous allez créer votre compte personnel individu parce qu'il crée deux comptes, compte individu et compte entreprise. C'est tout simple. Pour Wise, vous devez simplement renseigner les informations de la société, exactement boîte postale, numéro de téléphone, tout simplement, et vous allez renseigner vos informations personnelles identiques. Wise sait très bien que vous ne vivez pas au Royaume-Uni. N'essayez pas d'activer des VPN, de renseigner des informations fausses ou quoi que ce soit. C'est hyper simpliste et intuitif. Vous avez donc Wise. Alors, je vous recommande également une seconde, suivant le même principe de création, Payoneer. C'est celui que j'utilise en second, qui me permet toujours d'avoir un second compte bancaire en ligne. Payoneer et Wise sont les deux comptes bancaires que j'utilise pour le cas de Strap UK au Royaume-Uni. Alors, quant aux États-Unis, vous savez, les États-Unis n'autorisent pas les fintech, mais il y a une solution qui est Mercury. Alors, pourquoi? Mercury, c'est une fintech. Ça peut vous sembler curieux que je dis qu'ils n'autorisent pas. Pourtant, je vous parle de Mercury, qui est une banque en ligne. C'est très simple, vous suivez les instructions pour créer votre société Mercury. Mais il faut d'abord avoir le EIN number. Ça veut dire, on dit que si vous avez commencé la création de votre société, vous allez attendre environ un mois, recevoir le EIN number avant d'activer votre compte Mercury. Pareil également pour Strap. Alors, regardez ceci, je vais descendre tout bas, ici en bas complètement au fond. Je vous montre donc les informations. Mercury, c'est une banque en ligne qui est donc parrainée par deux banques, Trust Finance Group et surtout Evolve Bank and Trust. C'est la banque qui est la banque mère de Mercury. En réalité, quand vous créez un compte, vous avez un compte chez Evolve Bank, qui est une banque physique aux États-Unis. Ils ont donc tout simplement parrainé Mercury, qui est une banque en ligne. Donc, quand je vais sur Stripe, quand je renseigne le numéro de compte Mercury, c'est plutôt l'adresse de Evolve Bank and Trust qui apparaît. Alors, Stripe, c'est donc que c'est une banque physique, donc j'ai un compte bancaire aux États-Unis, mais ils ont tout simplement parrainé Mercury, ils ont des accords, tout simplement. Ça, c'est une pépite que je viens de vous donner, qui est énorme et qui va donc vous permettre, si vous voulez faire de Amazon FBA, de vous lancer sans aucun souci. Donc, vous créez donc Mercury. Alors, une fois que vous avez donc créé les banques en ligne, vous passez dans la dernière étape, enfin la quatrième étape, qui est l'étape de création d'un site web écran. Pourquoi un site web écran? L'erreur à éviter, c'est de créer un site e-commerce, d'aller avec ça sur Stripe. Ils vont vous bannir. Ils n'apprécient pas les sites e-commerce. Vous pouvez bel et bien faire du dropshipping, mais si vous mettez un site e-commerce, parce que le site écran veut dire quoi? Lorsque vous allez créer votre compte Stripe, il va vous demander le nom de votre site web. Il veut bel et bien savoir où vous allez envoyer des clients avant de vous valider le compte Stripe. Alors, si vous avez un site qui vend par exemple des cryptos, de la drogue, ils ne vont pas accepter, qui fait du MLM, ça ne passe pas. Parce que pour eux, ils estiment que ce sont des activités à risque. Maintenant, si vous avez un site e-commerce et vous envoyez sur Stripe, ils vont être très sévères pour les débutants. Je crois qu'ils ne vont même pas activer. Ils vont activer après désactiver quand ils vont se rendre compte que c'est un site e-commerce. Parce que l'activation sur Stripe se fait en deux temps. Une activation de robot et après une activation d'un être humain. Donc, du coup, il vous faut un site qui remplit les règles et les conditions de Stripe. C'est ce que j'appelle site écran. Vous pouvez par exemple faire présenter un site de prestation de services. De tout ce qui est dans les services, ça passe 100%. Tout ce qui est immatériel, ça passe 100%. C'est pourquoi même à la création de votre compte, de votre société offshore, il faut bel et bien prendre la peine plutôt de dire que ce sont des prestations immatérielles. Peu importe, même si derrière vous allez faire du e-commerce, c'est pas grave, ça ne dérange aucunement. C'est ce que moi j'ai fait sans aucun souci. Donc le site web écran est super important pour pouvoir valider donc votre compte Stripe. Je pense que vous allez trouver des solutions là-dessus. Bien maintenant, pour nos clients en agence qui nous délèguent complètement la création de sociétés offshore Stripe, on s'occupe entièrement de leur donner des sites web écran qui respectent donc les normes de Stripe. Dernière étape dans l'activation de votre compte Stripe sans VPN. Vous n'avez pas du tout besoin de VPN. Donc c'est simple, donc vous allez donc sur Stripe, vous avez déjà, alors avant de le faire, si vous êtes au UK, vous avez vos documents d'entreprise, vous avez créé votre compte Wise, vous avez d'accord un numéro de téléphone au Royaume-Uni, c'est facultatif mais c'est important. Vous avez donc déjà
votre boîte postale, tout est OK et vous pouvez donc aller sur Stripe, vous créer tout simplement votre compte. Alors, si c'est les États-Unis, pareil, il faut absolument avoir le EIN number. Également, le Royaume-Uni vous donne un numéro fiscal qui est un numéro d'identifiant fiscal, mais c'est très rapide. C'est une semaine, vous avez tout ça. Aux États-Unis, c'est un peu plus long. C'est pourquoi je vous recommande le New Mexico pour aller très rapidement parce que d'autres États sont un peu plus complexes en matière de numéro EIN number. Une fois que dans c'est fait, vous allez dans sur Stripe, vous créez simplement vos comptes. Une précaution à faire très importante sur Stripe, c'est très simple. Vous devez faire attention. Donc, renseignez les informations de votre entreprise très simplement. Adresse postale que vous avez acheté, numéro de téléphone que vous avez acheté sans aucun souci. C'est très simple. Respectez tout, ne faites pas de la tricherie. Maintenant, votre compte personnel identifié, d'accord, parce que Stripe va également identifier votre personne individuelle. Vous allez donc simplement renseigner vos vraies informations. Dites que vous êtes en Afrique, sans aucun souci, ça passe. C'est tout simplement ça. Parce qu'on ne valide pas l'individu, on valide l'entreprise. Aussi simple que ça. Alors, je vous donne donc nos livrables. Si vous nous consultez au niveau de l'agence pour la création de vos comptes Stripe, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va s'occuper donc de tout ce qui est documents légaux d'entreprise qu'on va vous envoyer sous forme PDF. On va s'occuper donc de 2 comptes Fintech multi-devises avec carte virtuelle. Voilà, je vous le dis, mais lorsqu'on va avoir un entretien ensemble, selon votre cas, je pourrais bien savoir ce qui peut aller avec vous. On aura un numéro de téléphone virtuel US ou bien UK avec site écran qu'on va également vous fournir. Le compte Stripe vérifié, qui est authentifié et vérifié. Et 1 heure de coaching conseil offert pour pouvoir vous donner des conseils de l'optimisation pour que vous ayez un compte pérenne, une activité pérenne et long terme. Alors, je vous montrer rapidement une image, un capture d'écran. Donc, lorsque vous créez dans votre société offshore, votre compte Stripe, d'accord, renseignez les vraies informations sur l'entreprise, renseignez les informations qui vous concernent, qui sont personnelles, votre pays de résidence. Le reste d'informations, vous allez suivre intuitivement, c'est très simple, compte bancaire. Pour l'authentification, donc à 2 facteurs, la vérification, soit vous renseignez votre numéro de téléphone de votre pays de résidence, Cameroun sans problème, ou alors vous utilisez l'application OTI qui va donc vous permettre d'activer l'authentification à 2 facteurs. OTI va vous envoyer un code. Vous recevez, quand vous voulez vous connecter sur Stripe, il vous envoie un code sur OTI. Vous le téléchargez sur Play Store, bien sûr, Apple. C'est très simple, c'est gratuit. Et puis, ça va vous permettre donc de vous connecter avec votre compte Stripe. Aussi simple que ça. Voilà. Merci pour votre attention avec cette très longue masterclass. Je pense qu'on a fait près d'1 heure et demie. Voilà. Je fais exprès de vous donner quelque chose d'extrêmement grand parce qu'on a beaucoup travaillé en agence pour vous préparer ce contenu. Je vais donner ce contenu à des personnes qui se prennent au sérieux, ces personnes qui sont capables de se poser, d'aller en détail et de pouvoir consommer cette longue masterclass. Parce que voilà, on aurait dû vous la vendre en termes de formation, mais on a décidé de vous donner énormément de contenu. Vous avez, je pense, 4 autres vidéos complémentaires à celle-ci. C'est assez incroyable ce qu'on a réservé pour vous comme contenu. Maintenant, si vous décidez de nous contacter peut-être pour qu'on mette ça en place pour vous, si vous souhaitez déléguer, n'hésitez pas de réserver un rendez-vous avec nous via le lien dessous de cette vidéo. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. On se dit donc à très vite pour nos prochaines masterclass. Guillaume Dias, c'est mon nom. Ciao.